Donc nous revoilà pour la partie sur les lois en tant que telles. Donc qu'est-ce qu'une loi, comment elles sont adoptées, décidées. Puis aussi plus loin, on reviendra un petit peu sur comment est écrite une loi, c'est quoi les différentes parties, c'est quoi un article, que veulent dire les chiffres, les codes, etc. Mais pour commencer, il y avait une citation de Martin Luther King que j'aimais beaucoup. Je vous laisserai méditer dessus, on va dire, je ne commenterai pas. En classe, ça aurait fait des jolis débats encore une fois, mais là, je vous laisserai juste la lire et méditer dessus. Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. Donc, définition d'une loi, c'est une règle obligatoire établie par l'autorité souveraine. On va le voir plus loin, c'est le Parlement, donc l'Assemblée nationale. On y reviendra parce qu'on l'a déjà vu dans le petit tableau, si vous vous rappelez, sur les 3 pouvoirs de l'État, que c'était le côté pouvoir législatif avec donc le Parlement constitué de l'Assemblée nationale qui s'occupait de les écrire, les voter. Règle obligatoire, on l'a vu aussi, c'est la première source de droit chez nous. Et on a vu ce qu'était le droit. Le droit, c'est noir ou c'est blanc, ça nous dit ce qui est interdit, ce qui est obligé, etc. Donc, ça reprend un peu les points qu'il y a juste ici en dessous. C'est l'expression écrite du droit. Une loi, ça peut protéger en obligeant à faire des choses ou à l'inverse en interdisant d'autres choses. Et ça punit. Le but premier d'une loi, c'est pas la punition qu'il y a au bout, mais en cas de besoin, si les gens ne respectent pas assez, la punition peut être un outil pour faire respecter ces lois. Et donc le but de tout ça, bien évidemment, c'est de faciliter la vie en société. Une loi, forcément, elle représente la volonté politique des élus, puisque ce sont les députés qu'on élit à l'Assemblée nationale qui vont travailler sur ces lois. Et aussi, on l'a vu dans le tableau, souvent ça vient quand même du gouvernement, des ministres. Et donc, première source du droit québécois, je l'avais déjà dit aussi. Il y a un principe fondamental, vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que l'ignorance de la loi, ce n'est pas une défense admissible. Si vous roulez à 80 sur le boulevard devant le cégep alors que c'est limité à 50, vous pouvez pas dire au policier qui vous arrête « Oh, excusez-moi, je savais pas ». J'ai pas vu les panneaux, j'ai pas fait attention, je ne savais pas, pardon. Ou un exemple plus milnat, si vous un jour vous faites des contrôles de pêche, puis que le pêcheur a pris trop de poissons ou des poissons trop petits, puis vous dire excusez-moi, je savais pas que c'était ça le quota, je savais pas que c'était ça la taille minimale, vous n'êtes pas censé être plus gentil avec lui parce qu'il n'était pas censé ignorer les règlements de l'activité qu'il est en train de pratiquer. Donc, qu'est-ce que ça implique ce principe? Ça explique de prendre donc les mesures nécessaires pour que nos comportements respectent la loi et que nos droits soient respectés, ça va dans les deux sens. Mais donc, tout citoyen a obligation d'être capable d'aller chercher les lois, les règlements qu'il a besoin, donc quand il va pratiquer une activité qui peut être régie par des lois ou des règlements, pour être capable de les respecter. Mais ça implique aussi, de la part de nos gouvernements, de les mettre accessibles. Parce que si on n'a pas accès aux lois, si on ne peut pas aller les chercher puis les lire, là c'est normal qu'on les ignore. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc nous, on a la responsabilité en tant que citoyen de se tenir au courant de ces lois-là, mais nos gouvernements, bien évidemment, eux, ils ont le devoir de nous les rendre accessibles et disponibles pour qu'on puisse faire ce devoir-là de se tenir au courant. Donc avant, c'était peut-être un peu plus compliqué avant Internet. Ces temps que vous n'avez pas connus, où là il fallait aller, j'imagine, dans les mairies, les bibliothèques pour aller lire des lois papier. Aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Elles sont disponibles en ligne. Vous l'avez vu, en cherchant celles qu'on vous demandait d'aller voir, tout est en ligne. S'il y a des changements à faire parce que les lois évoluent au fil des années, des fois des articles sont enlevés, certains sont rajoutés, etc. Là aussi, c'est sûr qu'en ligne, vous avez toujours la version la plus récente. À l'époque des lois papier, s'il fallait réimprimer, etc., encore une fois, j'imagine, c'était plus compliqué.
Mais donc là, elles sont publiées sur le gouvernement. Donc Légis Québec, Gazette officielle, vous avez peut-être pu tomber dessus en cherchant vos lois. Mais en fait, tout ça là, c'est le même portail qui est Publication Québec. Donc Légis Québec, Publication Québec ou Gazette officielle, c'est tout le même portail et tout la même entité, si on peut dire, et qui vous donne donc les textes de loi intégraux disponibles en ligne. Donc, encore une fois, on y revient, obligation de prendre les mesures nécessaires pour connaître ces lois, parce que de son côté, le gouvernement fait tout pour que vous y ayez accès, donc on n'a aucune excuse de ne pas connaître les lois qui nous régissent. Il y a plusieurs types de lois, on va vite en passer juste quelques-uns. La loi civile versus loi criminelle, j'en ai un petit peu parlé déjà dans le partage des compétences entre le fédéral et le Québec. Puis loi publique et loi d'intérêt privé aussi. Je fais une pause parce que mon chat est en train d'aller assassiner mes plantes et je reviens. Donc, nous disions, c'est ça, on va voir différence entre loi civile et loi criminelle et on va voir aussi qu'est-ce qu'on appelle loi publique et loi privée ou loi d'intérêt privé. Parce que ça, c'est des termes que vous allez pouvoir entendre au cours de votre vie professionnelle, tout ça. Donc encore une fois, le but, c'est de protéger les individus et d'assurer la paix et l'ordre dans la société, quel que soit le type de loi. Donc, loi civile, loi criminelle. Loi civile, on en a déjà parlé encore une fois, mais je le répète ici, ce sont toutes les lois qui vont gérer les rapports entre les personnes. Donc encore une fois, tout ce qui est contrat de mariage, droit de succession, toute la législation pour adopter des enfants, tout ce qui est contrat de vente et de location de biens. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des lois civiles donc. Et si vous enfreignez des lois civiles, vous n'avez pas de casier judiciaire. Vous pourrez avoir des dédommagements à faire à votre voisin si c'était un conflit avec votre voisin ou des choses comme ça, mais vous n'avez pas de casier judiciaire archivé, on va dire. Les lois criminelles, elles, donc, elles vont gérer tout ce qui est comportement considéré comme des crimes. On en a déjà parlé, meurtre, viol, vol, trafic de drogue, toutes ces choses-là. Donc ça, si vous enfreignez ces lois, ben, là vous aurez un casier judiciaire. Et donc, ben, ça peut vous bloquer parfois pour voyager à l'étranger, pour trouver du travail. Moi, par exemple, pour avoir ma résidence permanente du Canada, ben, il a fallu que je donne un extrait de mon casier judiciaire pour prouver qu'il était vierge et donc que je puisse être accepté comme résident permanent ici. Donc, c'est ça, une des différences entre loi civile et loi criminelle. Loi publique et loi privée. Donc, loi publique, des lois qui s'appliquent à l'ensemble ou en tout cas à une très grande partie de la population. Donc ça, ces lois-là, elles vont être proposées par un ministre ou par un député et après elles seront discutées selon le processus qu'on va voir. Mais donc c'est ça, c'est des lois qui vont potentiellement toucher tous les citoyens du Québec ou du Canada. Donc par exemple, les lois sur la santé-sécurité au travail que vous avez étudiées, la loi sur le salaire minimum, toutes les lois sur lesquelles on vous a fait travailler depuis le début en fait. Mais il y a aussi des lois d'intérêt privé ou lois privées qui elles ne vont concerner qu'une petite portion de la population. Donc souvent ça va être une loi juste pour une ville ou pour une compagnie ou pour un petit groupe de particuliers justement. Et on verra des exemples un peu plus loin là, quand je vous montrerai le site de l'Assemblée nationale. Et donc là ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui, tout citoyen, peut soumettre un projet de loi d'intérêt privé à l'Assemblée. Si vous voulez faire passer une loi concernant votre municipalité, vous pouvez vous-même en faire la proposition. Donc ça, c'est quand même un aspect de notre vie de citoyen qui est important à savoir, je trouve. Le processus législatif. Je vais faire une pause ici pour voir à combien de temps on en est, pour ne pas vous faire des capsules trop longues. Oui, on peut continuer un petit peu. Donc, le processus législatif, c'est ça. On va voir un petit peu qui s'occupe de ces lois-là, que ce soit au Québec et au Canada. Donc, qui crée les lois? On l'a dit tout à l'heure dans le tableau. La partie législative, et je l'ai répété en plus il y a 5 minutes, la partie pouvoir législatif, donc qui écrit, qui discute, qui vote les lois, c'était
C'était les parlements. Donc, à gauche de l'image, vous avez ce qui nous concerne au Québec et à droite, vous avez au niveau fédéral Canada. Donc, à gauche, vous voyez une seule photo. C'est ce qu'on appelle le salon bleu, je pense que vous comprenez pourquoi, qui est donc l'Assemblée nationale du Québec. Du côté fédéral, en bas en vert, vous avez aussi ce qui correspond à notre Assemblée nationale avec donc les députés. Rappelez-vous dans le tableau pouvoir législatif, ce sont les députés que nous élisons qui siègent à l'Assemblée. Donc du côté fédéral, encore une fois, le vert est l'équivalent de notre bleu. Donc les députés élus siègent à ce qu'on appelle la Chambre des communes. Mais vous voyez qu'il y a une deuxième photo au-dessus en rouge, c'est parce qu'il y a un deuxième palier législatif qui constitue le Parlement canadien. C'est le Sénat, comme en France d'ailleurs, on a un Sénat aussi. Donc deux paliers au fédéral et un seul au niveau du Québec. Mais qui siège aussi au Parlement en plus de nos députés? Donc en fait la question que je vous pose, c'est qui est notre chef d'État? Et bien sûr, notre chère Élisabeth, donc la reine d'Angleterre, qui est parfois les Français soit l'ont oublié, soit le savent même pas. Mais donc c'est la reine d'Angleterre qui est notre chef d'État. Donc bien évidemment, elle n'est pas présente physiquement lors des débats aux assemblées, mais elle va être représentée par donc un représentant qui va être différent aux deux niveaux pour le Québec et pour le Canada. Je vais vous résumer ça dans un tableau qui vient. Donc voici, le Parlement, ça résume ce que je viens de vous dire pour ceux qui sont un peu plus visuels. Du côté québécois, c'est l'Assemblée nationale avec nos députés que l'on élit à nos élections. Je fais beaucoup de phrases avec des mots en trop. Et donc la reine du Canada constitue avec les députés le Parlement québécois. Et comme je vous disais, la reine n'étant pas présente bien évidemment physiquement au Salon Bleu, elle est représentée par ce qu'on appelle un lieutenant-gouverneur. Et vous voyez qu'il y a des petits points d'interrogation devant députés, sénateurs, députés. Avant, j'avais mis le nombre de députés, mais là, ça va faire partie d'un exercice. C'est l'exercice qu'on va vous demander d'aller chercher vous-même combien on a de députés au Québec, combien on a de députés au Canada et combien on a de sénateurs aussi au Canada. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? C'est ça, juste que le lieutenant-gouverneur, il n'est pas élu, lui, il est nommé par le Premier ministre du Canada. En général, le Premier ministre du Canada va quand même consulter le Premier ministre du Québec. C'est la tradition, on va dire. Il n'y a pas de loi qui l'oblige à faire ça, mais traditionnellement, le Premier ministre du Canada va demander l'avis du Premier ministre québécois pour nommer un lieutenant-gouverneur du Québec. Et côté Canada, donc, encore une fois, vous voyez, on a la Chambre des communes. C'est là qu'il y a les députés élus, donc ce qui correspond à notre Assemblée nationale québécoise. Et comme je vous disais, au-dessus, on a une chambre avec des sénateurs qui sont nommés par le gouverneur général sur la recommandation du Premier ministre. Donc encore une fois, vous voyez ici, c'est la reine du Canada est représentée par le gouverneur général, lui-même nommé par le Premier ministre aussi. Donc ça nous fait un petit rappel sur quand on avait vu que les trois pouvoirs de l'État, c'était important qu'ils soient séparés. Encore une fois, vous voyez que dans les faits, ça n'allait pas tant que ça, parce que là, vous voyez que dans nos parlements, donc au législatif, on a un lieutenant-gouverneur, on a un gouverneur général et on a des sénateurs qui sont nommés par le Premier ministre, donc par l'exécutif. Donc vous voyez que tout est mêlé et pas si séparé que ça quand même finalement. Je pense que c'est juste ça que j'ai à dire. Le processus législatif, on ne rentrera pas dans les détails parce que ça va surcharger un peu pour rien, entre guillemets, même si moi je trouve que c'est des choses très intéressantes à connaître, tout ça. Mais c'est juste à savoir que du moment où un ministre ou un député va déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, il va y avoir plusieurs étapes à franchir pour que le projet de loi devienne une loi officiellement en vigueur. Donc là, on vous dit il y a 7 étapes au provincial. Donc le projet de loi va être déposé, il va y avoir des premières consultations, des débats, il peut y avoir des remises
de documentation en lien avec cette loi, puis du coup on va rediscuter derrière. Donc en tout cas il y a 7 étapes comme ça, 7 paliers à franchir. Et au fédéral il y a 12 paliers, j'espère que vous comprenez pourquoi avec ce que je viens de vous montrer. C'est parce qu'au fédéral, donc il y a 2 chambres, il y a la chambre des communes et il y a aussi le Sénat, par lesquels donc les projets de loi vont devoir transiter. Donc forcément ça fait des étapes supplémentaires vu qu'il y a le Sénat en plus. Donc 12 étapes au fédéral, 7 au provincial pour qu'un projet de loi devienne une loi. Et ce qui est intéressant, c'est que au cours de ces étapes, on va inclure souvent les citoyens. Donc il y a plusieurs possibilités de consultation publique et de donner votre avis pour peut-être faire modifier les lois. Donc les citoyens peuvent participer en vraiment partie intégrante du processus. On va y revenir juste après, mais on va faire une pause ici parce qu'on va vous poser donc des questions notamment sur les nombres de députés et de sénateurs à aller chercher. Puis aussi, je ne sais pas si vous la regarderez maintenant ou si vous l'avez déjà regardée ou si vous la regarderez plus tard, mais la vidéo qu'on vous fait regarder sur Monsieur Garon et la loi sur le zonage agricole, mais ça va illustrer un petit peu tout ça. Vous prêterez attention au moment où M. Garon a pris ses fonctions. Au début du documentaire, on vous dit qu'il a pris ses fonctions tel mois de telle année. Et à la fin du documentaire, on vous dira la loi est enfin devenue une loi officielle tel mois de telle année. Donc vous verrez un peu le délai qui peut se passer avec ces 7 étapes à franchir. On voit aussi des discussions à l'Assemblée nationale justement. Donc ça va vous illustrer un petit peu ce processus et encore une fois, vous pourrez vous rendre compte du temps que ça peut prendre de passer d'un projet de loi à une loi qui rentre en vigueur. Donc on vous laisse ici et je vous récupère plus tard.